Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs des qualités respectives. Aujourd'hui c'est un jour particulier. Un jour particulier qui consacre une fois de plus mon anniversaire. L'anniversaire du prince Adouma David Mberakouma, communément appelé le Minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation de pouvoir. Le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues par un certain nombre de clébards, de kleptomanes, de mercantilistes épicuriens politiques. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale avec le Minotaure de la baie de Cochon, David Mberakouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Je voudrais vous dire que nous sommes dans un jour célébratif, c'est le jour de mon anniversaire. Ma mère est morte un 2 avril, moi je suis né un 4 avril. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cet anniversaire un peu à plusieurs communications. Tout à l'heure, là, je serai sur un plateau de télévision pour expliquer aux gens le projet de société du chef d'État Brice Oligui Nguema. Brice Oligui Nguema, mon bienfaiteur, qui m'a acheté un véhicule, qui m'a donné 3 millions de francs CFA pour le taxi, qui m'a donné son numéro de téléphone dont je n'ai jamais fait usage, qui m'a présenté à son plus proche collaborateur, le commandant hôtelier, à qui Brice Oligui Nguema m'avait confié pour pouvoir s'occuper de moi et de mes 3 quartiers généraux. Mais qu'à cela ne tienne, vous connaissez la cabale dont je suis victime sur la toile, avec les accusations, somme toute fallacieuses. Oh, on accuserait David Mberakouma d'avoir mangé dans la poubelle, qui serait fou, qui serait frappé certainement de troubles mentaux ou de troubles psychiques ou psychiatriques. Mais le cerveau de David Mberakouma est bien disposé, comme le cerveau de ce compatriote-là, qui a dit qu'on ne dit pas malade mentaux, mais on dit malade mental. Moi, David Mberakouma, je suis certainement un névrosé psychotique, pour la simple raison que l'intelligence rend les gens malades. Lorsque vous avez un cerveau illuminé comme le mien, il est bien évident, dans un pays à faible proportion d'intellectuels, avec des faibles niveaux de qualification, avec une population très faiblement formée, déscolarisée, sinon analphabétisée et précarisée, eh bien, il est tout à fait indéniable que vous devenez une potentielle cible. Je suis consultant à Gabon 24, David Mberakouma, et j'ai passé les tests avec brio. Et j'étais parmi les meilleurs de tous, puisque la preuve est là. Moi, j'arrive à obtenir un salaire payé par Gabon 24. Qu'on m'invite ou pas, j'ai ce salaire-là, qu'on me donne. Parce qu'ils savent, lorsque le chef de l'État était en difficulté, il fallait arriver à la légitimation du pouvoir du chef de l'État sur le plan international. C'est moi, David Mberakouma, qu'on a appelé pour apporter un certain nombre d'argumentifs et d'argumentation sur le plan international. C'est David Mberakouma qui a dit que le Gabon est un pays souverain, qu'il y a le principe de l'autodétermination, le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Et que ce principe du droit fondamental, du droit international, est contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, auréolée par la prise de la Bastille grâce à une révolution populaire initiée par le peuple français pour lutter contre une espèce de monarchisation du pouvoir, la monarchie du droit divin de Louis XIV, qui pensait que l'État français c'était lui. Mais l'État français n'a jamais été Louis XIV. Louis XIV était caractérisé par une personnification et personnalisation du pouvoir. Et il a été précipité à pieds joints, assassiné par le peuple souverain, parce que c'est le peuple qui est le garant de toute légitimité du pouvoir. Et la main du peuple sera toujours au-dessus de la main des dirigeants, et il n'en sera pas autrement. Je dis bien, la main du peuple sera toujours au-dessus de la main des dirigeants, et il n'en sera pas autrement. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui est celui qui légitime le pouvoir. C'est le peuple celui qui garantit le pouvoir. Et lorsque vous avez des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la démocratie représentative, eh bien, ils se retrouvent dans d'extrêmes difficultés. La démocratie pluraliste qu'ils ont adoptée dans leur loi fondamentale que j'avais décriée comme une constitution rigide, une constitution qui consacre un régime présidentialiste hybride en pleine expérimentation dans un pays sous-développé
où on veut nous amener dans l'autocratisme du pouvoir, dans l'absolutisme du pouvoir. Et c'est cela qu'ils n'arrivent pas à comprendre que moi, David Beakouma, en ma qualité de non-aligné, je n'ai rien à voir avec leur Kounabélis béat, leur Kounabélis rétrograde, sans perspective de paix, de partage et de développement. Ces individus sans base électorale, sans niveau d'intellectualité, qui sont en train d'amener Brice Koto Oligui progressivement vers une personnification, personnalisation et édification du pouvoir, avec toutes les conséquences que cela s'impose. Mais vous savez, à la lumière de la raison, nous nous retrouverons. J'avais dit à Ali Bongo Ondimba que la quête de la poursuite d'un troisième mandat était une chose extrêmement dangereuse, qu'il allait perdre le pouvoir et perdre tous ses privilèges. J'ai dit à Nourdine Bongo Valentin, avec Yann Ngoulou et ces autres qu'on a qualifiés de la Young Team, que j'ai qualifié d'une jeunesse des quartiers de Palais, une jeunesse qui ne connaissait rien des pratiques démocratiques. Je leur ai dit, vous allez quitter le pouvoir à pieds joints et vous retrouverez en prison. Je l'ai dit à mon frère Brice Lakou-Chalanga que tu ne connaissais pas la relique du Parti démocratique gabonais et que cette relique-là revenait de mes ancêtres et que le fait que vous l'avez amenée à Makoukou, cette relique allait se révolter derrière vous et vous courez le risque de tout perdre et vous retrouver en prison. Brice Lakou-Chalanga a tout perdu, il s'est retrouvé en prison. Trahi par ses propres amis, trahi par ses propres frères, trahi par ceux-là qui a contribué à transformer les cactus de nos villes et villages en véritable pôle attractif de développement. Lorsque vous arrivez à Yuga village, Brice Lakou-Chalanga était initiateur de la construction de plusieurs maisons d'habitation. Il avait un projet de près de 300 000 maisons, 300 maisons qui devaient construire, transformer son village en un véritable site, un véritable paradis, et donner ces maisons aux couches des populations des quartiers précaires. Malheureusement, ils ont précipité sa chute à pieds joints parce que vous connaissez les ambitions des uns et des autres. Mon père Jean-François Toutouméman, d'ailleurs le père des énergies alternatives non renouvelables, dont le filleul est David Beakouma, c'est-à-dire les énergies cervicales, la maturation du cerveau. Parce que le cerveau humain, c'est celui, le véritable déclencheur. Lorsque votre intelligence, bonjour maman, bouillonne comme un incendie, il n'y a pas de raison que les gens se méprennent de vous. Et c'est pourquoi je le dis aux gens que je suis un fils de palais. Omar Bongo Ondimba était mon père, j'étais au palais. Et je recevais de l'argent d'Omar Bongo Ondimba. Pas des miettes, des centaines de millions de francs CFA. Ali Bongo Ondimba était au palais, j'ai reçu de l'argent d'Ali Bongo Ondimba. À travers un de ses conseillers politiques, mon très cher grand frère Elouan Zondo. Ali Bongo Ondimba était au palais, j'étais au palais avec sa fille. J'ai dormi un mois, j'ai mangé les mets succulents. Et je voudrais d'ailleurs remercier au passage ma nièce Malika Bongo Ondimba, qui, Dieu seul sait là où elle se trouve actuellement, mais si elle sait que c'est l'anniversaire de David Beakouma, elle sait comment réagir parce que à tous mes anniversaires, elle a toujours contribué à hauteur d'un minimum de 500 000 à 1 million de francs CFA. Je suis un fils de palais. À peine Brice Koto Oligui Nguema arrivé au pouvoir, je n'ai pas mendié, je n'ai pas bougé. Je suis resté placide et j'ai fait une demande d'audience en bonne et due forme au chef d'État. Et j'ai eu cet heureux hasard d'avoir été reçu par le chef d'État et cela allait dans tous les sens. Vous connaissez la haine, la jalousie des gens. Les gens qui n'ont pas les papiers, naturellement ils sont contre les diplômés. Les gens qui ont vendu leur honte au chef, naturellement ils sont contre ceux-là qui refusent de se déculotter, qui refusent de se travestir. Parce que dans notre atmosphère politique, il y a ce qu'on appelle des travestis politiques. Des véritables garçons, mais qui sont en réalité des prostituées, des dévergondés, aux odeurs de boniches en putréfaction, des hommes qu'on courbe à quatre pattes. Et ils sont nombreux au Gabon comme ça. Et ils se vantent d'avoir des richesses, ils se vantent d'avoir de l'argent, ils se vantent d'avoir des biens. Mais vous savez, il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Je suis un pauvre noble. Lorsque les gens arrivent à dire que la réussite se mesure pour avoir conçu une maison, que la réussite se mesure pour avoir acheté une voiture, une maison, alors là je suis totalement perdu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie les indicateurs de développement humain. Les indicateurs de développement humain, on place l'homme
au cœur de tout le processus de développement politique, économique et social de notre pays. Et que les gens ne le veuillent pas. Je le dis, moi je suis un agent du ministère des Affaires étrangères. Je suis un diplomate de carrière. Je ne suis pas un diplomate de fonction. Je suis un diplomate de carrière. Et il faut que les gens le sachent. Et de tous les ministres que nous avons reçus au ministère des Affaires étrangères, le meilleur de tous nos ministres était Alain-Claude Bié-Binzé. Je le dis sans embâche et il faut que les gens le sachent. Je le dis qu'Alain-Claude Bié-Binzé était le meilleur ministre du ministère des Affaires étrangères. Il était ministre d'État des Affaires étrangères. Nous étions membres du syndicat. Et Alain-Claude Bié-Binzé consacrait 4 millions de francs CFA au syndicat pour pouvoir se concentrer sur son action syndicale au sein du ministère des Affaires étrangères. Alain-Claude Bié-Binzé avait mis un bureau pour les syndicalistes pour pouvoir s'occuper essentiellement de leur statut de syndicaliste afin qu'ils ne soient pas menacés, perturbés par une administration laxiste, une administration autoritaire, voire même dictatoriale. Ça, c'est Alain-Claude Bié-Binzé. Alain-Claude Bié-Binzé nous payait la prime de servitude diplomatique de manière régulière. Chaque 3 mois, j'avais 800 000 francs CFA. 800 000 francs CFA. La prime de servitude diplomatique. Alain-Claude Bié-Binzé avait réfléchi comment réduire la carte diplomatique afin d'éviter la clochardisation des agents publics au sein du ministère des Affaires étrangères. Alain-Claude Bié-Binzé, sachant bien qu'on n'avait pas de budget pour transporter les gens, les agents publics, il a pris sa carte ministérielle. Il a dit, moi je suis ministre, mais le budget qu'on me consacre en matière de carburant est trop élevé. Et comme c'est un budget qui couvre l'année scolaire, Alain-Claude Bié-Binzé a mis à disposition sa carte pour permettre aux syndicats d'avoir constamment le budget dans le bus pour transporter les agents publics. Alain-Claude Bié-Binzé a réparé les ascenseurs du ministère des Affaires étrangères. Alain-Claude Bié-Binzé a procédé à la régularisation systématique des situations administratives des agents publics. Et il le faisait séance tenante au cours de nos débats sur l'analyse justement du contenu de nos revendications. Il prend son téléphone, il appelle le ministre du budget et il dit voilà la situation qui se trouve au ministère des Affaires étrangères. La situation était systématiquement réglée. Et tout le monde le pouvait lui dire qu'il était l'ami du chef de l'État. Effectivement, ils sont nombreux qui sont amis du chef de l'État actuel. Mais quel est le bilan du ministère des Affaires étrangères? Un bilan catastrophique. Aujourd'hui, dès le départ d'Alain-Claude Bié-Binzé, nous avons perdu notre prime de servitude diplomatique. Nous avons perdu nos frais médicaux. Si vous ne le savez pas, les diplomates gabonais à l'étranger ne sont plus soignés. Si vous tombez malade, vous courez le risque de mourir. Et comme les gens ont la mémoire courte, moi, David Béakouma, je suis celui-là qui a dit au président de la République, lorsqu'il m'a dit de repartir à l'étranger, j'ai dit, monsieur le président, je ne peux pas repartir à l'étranger. J'ai été très jeune à l'étranger. J'étais le plus jeune de ma mission diplomatique et consulaire. Moi, en qualité de fils de prolétaire, je ne peux plus aller vivre ce que j'ai vécu à l'étranger. Parce que les diplomates gabonais sont parmi les moins nantis de toute la sphère diplomatique et c'est honteux. Le Gabon, un pays à revenu intermédiaire, de la tranche supérieure, considéré comme un scandale financier, mais les diplomates vivent dans des conditions les plus lamentables, alors que le chef de l'État est le premier diplomate gabonais, celui, la tête de proue de la diplomatie gabonaise. La diplomatie gabonaise, autrefois, était une diplomatie préventive de conflits, une diplomatie de prestige, une diplomatie basée sur une certaine raison, la raison d'État. Aujourd'hui, la diplomatie gabonaise est à rebours chemin. Et pire encore, aujourd'hui, avec cette espèce de militarisation du pouvoir au sommet de l'État, une militarisation de l'administration, et les gens n'arrivent pas à comprendre les simples mécanismes d'une démocratie de représentation. Je suis David Mberakouma. Allez-y leur dire à tous, de tout le soutien du chef de l'État, je suis le plus intelligent d'eux. Quel que soit leur diplôme, quel que soit leur doctorat, moi je suis le plus intelligent d'eux. Et je l'ai toujours dit, que je mets à défi quiconque sur un plateau de télévision, venir débattre justement sur le projet de société du chef de l'État avec David Béakouma. Il ne peut pas. Il préfère faire le porte-à-porte pour ne pas expliquer aux gens les projets de société du chef de l'État, pour ne pas
créer des débats contradictoires publics puisque les populations vont les confondre. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un régime présidentialiste rigide. Avec la suppression de la fonction du Premier ministre. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'une légitimation du pouvoir. Ils sont dans l'art de la mystification du pouvoir. Et moi, en tant que membre de la Ligue des non-alignés, moi je veux démystifier le pouvoir. La démystification du pouvoir. La démystification du pouvoir passe par la dépersonnification du pouvoir. Passe par la dépersonnalisation du pouvoir. Donc le pouvoir ne peut pas être entre les mains d'une personne. Ce n'est pas possible. L'individualisation du pouvoir. Ça n'existe pas dans un État. On parle en termes de nous. On parle en termes d'institutions. On ne parle pas en termes d'individus. Voilà. On parle en termes d'individus. Ceux-là aujourd'hui qui veulent s'inspirer d'Alain Claude Bidingé parce qu'il fait le porte-à-porte, mais ils ne comprennent pas que le chef de l'État, il est engagé dans un processus de légitimation du pouvoir. Lui, il est dans le processus non plus d'acquisition du pouvoir comme Alain Claude, mais de préservation et de protection du pouvoir. Et pour cela, il faut aller dans une campagne qui est d'ailleurs très courte, rassembler la masse. Mais regardez, pendant que ces gens-là m'insultent, je me suis déjà, j'ai déjà débattu avec plus de 25 000 personnes sur la toile. Vous pensez que eux, leur meeting, leur petite causerie, des femmelettes, des bas quartiers, pour aller donner les gens les 3 000, les 5 000, de fois ils ne donnent rien même aux populations. Moi, j'arrive à interagir avec des milliers de personnes sur ma page Facebook, non pas sans donner de l'argent, mais en leur donnant un certain nombre de rudiments qui vont leur permettre de voter selon leur conscience, selon leur bon sens, selon leur bon vouloir, sans être nécessairement moutonisés, sans être nécessairement mécanisés, sans être nécessairement marginalisés. Et nombreux sont des vendeurs d'armes. Ils vivent de la misère du plus grand nombre de personnes. Ils sont capables d'assassiner des personnes pour avoir l'argent. Et ils arrivent à dire que c'est ça la réussite. Vous connaissez très bien la problématique des coqs-morts, la problématique des nécromanciens, ceux-là qui arrivent à vendre les ossements humains, ceux-là qui arrivent à assassiner les personnes. Et ces gens-là exaltent leur richesse avec opulence. Et pour eux, c'est une espèce de réussite. Cela n'a rien à voir avec la réussite. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Lorsque vous menez des combats nobles comme David Beakoma, même quelquefois que vous soyez victime des attaques virulentes, que vous soyez victime des individus qui ne comprennent pas grand-chose, vous n'avez pas besoin de les suivre. Et je vous dis, la Ligue nationale des non-alignés est un processus irréversible. C'est la philosophie de ces personnes-là, je vous citerai tout à l'heure. Le processus est irréversible. Là, ils ont menti que la Ligue a été reçue par le chef de l'État. Vous pensez que nous, si on est reçu par le chef de l'État, on a besoin de mentir aux populations? Moi, dès que le chef de l'État m'a reçu, au sortir de l'audience, j'ai fait une communication publique. J'ai donné les promesses du chef de l'État à mon égard. J'ai donné les promesses du chef de l'État à l'égard de la population. Et j'ai donné ce que j'avais reçu du chef de l'État. J'ai toujours été clair. Et je n'ai jamais changé. Et je leur ai dit que je n'ai jamais été demandeur. Si ils n'ont pas pu avoir un poste pour pouvoir faire la campagne du chef de l'État, mais cela n'engage que vous. Je suis assis à la maison. On me dit qu'on vient de me promouvoir comme coordinateur adjoint de campagne dans le 3e arrondissement. Mais c'est tout à fait avec raison qu'ils arrivent à le faire parce qu'ils savent le leadership de David Beakoma. Ils me connaissent. Ils savent qui je suis. Ils connaissent ma capacité. Ils connaissent ma possibilité de mettre en place des politiques d'attaque et de contre-attaque. Des politiques de riposte. Les ripostes graduées et les ripostes non graduées. Et les politiques de contournement et d'endiguement. Mais vous allez donner une campagne de chef de l'État à des gens qui n'ont pas les papiers. Obisango Bibe, il ne peut pas. Regardez l'exercice de mon frère Ismaël Ier dans le PK. À l'heure actuelle, il a 1300 vues. Moi, j'étais hier dans le PK. Je suis à 1500 vues. Donc, j'ai interagi avec 1500 personnes pour leur expliquer le projet de société du chef de l'État. Et ils n'ont même pas réuni 30 personnes depuis qu'ils sont là. Et ils ont l'argent de la campagne. Et ils veulent se comparer à moi.
Vous ne pouvez pas vous comparer à moi. Je suis un instructeur en communication sociale. Je suis un pédagogue. Je suis un consultant. Je suis un diplômé de carrière. Je suis secrétaire des affaires étrangères, diplômé de l'école de préparation au cahier administratif. 12,89 de moyenne. Le premier à peine 13. Et le premier a un master. Tous ceux qui sont devant moi ont des masters 2. Moi, j'ai abandonné l'université depuis il y a plus de 15 ans. Et j'arrive à battre ces gens-là avec leur master. J'arrive à les battre. Je suis consultant principal à Gabon 24. Et je suis un évaluateur des consultants à Gabon 24. On m'a appelé à Gabon 24 pour interpréter le discours du chef de l'État le 17 août. On m'a donné 300 000 francs en 45 minutes. Vous connaissez vous un métier où en 45 minutes on gagne 300 000, sauf le pétrole peut-être. Vous connaissez quel métier où vous gagnez 300 000 francs l'heure? Ça n'existe pas. Mais moi, David Béakouma, on arrive à me le donner. Parce qu'ils savent. Ils savent qui est David Béakouma. Ils savent. Maman, donne mon grand frère, Miss. Maman. Donne mon grand frère, Miss. Tu n'as pas la monnaie, mais il faut faire la monnaie. Moi, je suis là, je suis en train de boire. Non, attends, on va régler ça. Et lorsque je vois des gens, des petits Nyakouins s'amuser avec leur vie, en fait, j'en ris. Ils sont obligés d'aller mentir. Oh, Thierry et Sam, et avec Alain Kroy Bibinzi. Mais vous êtes des rigolos. C'est parce que vous ne reconnaissez pas la valeur des gens que vous souffrez comme ça. Hein? Maureen fait la monnaie, tu donnes 1000 fois. Ah non. Fais la monnaie, tu donnes 1500, tu amènes les 500 là, on va payer le jus. Donc voilà des gens qui ne comprennent pas grand chose. Vous pensez que lorsque vous insultez Alain Kroy Bibinzi, vous traitez Alain Kroy Bibinzi de tout le nom d'oiseau. Mais en quoi ça me regarde? De ne pas reconnaître qu'Alain Kroy Bibinzi est le meilleur de vous tous. Sinon le meilleur de nous tous. Alain Kroy Bibinzi, il est cinquantenaire. C'est un gars de notre génération. Vous connaissez quel gars de notre génération de Mapane, des fils de quartier mal famés, qui a le profil d'emploi d'Alain Kroy Bibinzi? Il n'y a personne. Plus de 15 à 20 ans ministre, il n'y en a pas, ça n'existe pas au Gabon. Un fils de prolétaire, bonjour officier, qui a pu devenir premier ministre chef de gouvernement. Même si c'est en 7 ou 8 mois. Mais vous êtes devenu quoi? Depuis que vous l'insultez, vous n'avez jamais été préfet. Même un sous-préfet zéro. Un gouverneur zéro. Lui, il a eu le courage de gravir tous les échelons en très peu de temps. Ils ne sont pas nombreux comme ça. Avec son profil. Il y a lui, Yosuka Raponda, il y a Paulette Missambo, Denise Mekam, quelques spécificités. À part ça, il n'y en a pas. Et c'est vous qui emmerdez les gens. On a un diplomate gabonais qui est mort pendant le Covid au Brésil. Il avait été incinéré là-bas, au Brésil. Lors de ma rencontre avec le chef d'État, j'ai demandé au chef d'État d'exhumer le corps de ce compatriote, de le ramener au Gabon. Le chef d'État a mis une inscription budgétaire de 10 millions de francs CFA. C'est comme ça, comme ce compatriote-là a été exhumé du Brésil et il est venu au Gabon. Un diplomate vit selon le niveau de revenus de son pays. Dans tout le pays du monde entier, c'est comme ça. Mais les diplomates gabonais sont les plus malfamés de toute la sous-région. Et tu vois des petits Nyakouins qui ne peuvent même pas être détenteurs d'un passeport diplomatique, qui ne peuvent même pas être détenteurs d'un certain nombre d'immunités liées à la fonction qui est la fonction du corps diplomatique. Et c'est eux qui insultent les gens, qui vilipendent les gens et qui font des accusations fallacieuses, qui arrivent à traiter David Béakouma de fou, de cervelés, de dépressifs, etc. Mais c'est bien pour vous les amis. C'est bien pour vous. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Hein. Je vais gagner du temps parce que je vais sur une chaîne de télévision pour aller vanter le projet de société de mon candidat qui est en compétition contre Alain Kroy Bibinzi. Et moi je pense que c'est cette communication qui intéresse le plus grand nombre de compatriotes gabonais et non des débats des égouts, les débats des bas quartiers, des fils de quartiers malfamés, des faubourgs, des plateaux batéqués sans base électorale, des véritables personnes incapables de pouvoir arriver à un processus de développement. Bref. Donc, bonjour collègue, comment ça va? Et le génie, bonjour Miss, ça va? Merci.
Et la grand-mère, ça va là-bas. D'accord. Donc, je disais que le chef de l'État a mis un projet de société axé sur 6 piliers structurants. Parmi les 6 piliers structurants, j'avais déjà développé quelques piliers, l'eau, l'électricité et autres, le numérique, etc. Mais là, je vais m'appesantir sur la souveraineté sanitaire. La souveraineté sanitaire. Parce que comme c'est en lien avec mon système psychique, avec mon système psychiatrique, avec mon système psychologique, avec mon système psychosomatique, avec les névroses qui me caractérisent, puisque paraît-il que je suis fou, que j'ai été fou dans le passé, et que j'aurais mangé dans la poubelle, et que j'aurais, et que j'aurais, et que j'aurais. Je voudrais dire aux uns aux autres que la souveraineté sanitaire, c'est le véritable pilier structurant de la politique du chef de l'État. Devrait être. Et dans cette souveraineté sanitaire, eh bien, on a vu Ali Bongo Ondimba mettre un accent particulier sur la situation sanitaire des Gabonais. Que vous le vouliez ou pas, moi je suis là pour dire la vérité. Je ne suis pas là pour transcrire l'histoire. Aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba, qui est devenu le punching ball de toute l'humanité, qui est devenu le responsable de tous les péchés de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et Scorpion, eh bien c'est le même Ali Bongo Ondimba hier, à travers ses projets structurants, à travers la politique des grands travaux qu'il avait initiés, qui a modernisé, bonjour maman, notre système sanitaire par l'accélération du processus de prise en compte des laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique, grâce à la CNAMGS. Et la CNAMGS aujourd'hui a pu réaliser des bénéfices sans quoi il y aurait eu des milliers de pertes en vie humaine. Aujourd'hui, l'espérance de vie des Gabonais s'est améliorée grâce à Ali Bongo Ondimba. Il a créé des unités sanitaires de pointe. Il n'y a personne qui peut le recuser. Vous avez l'hôpital général où je suis né, où ma mère a officié comme sage-femme pendant 32 ans. Et je peux en parler, j'ai vu comment cet hôpital s'est développé, s'est amélioré, s'est architecturé grâce à Ali Bongo Ondimba. Vous arrivez au centre de cancérologie du côté d'Angodje, c'est Ali Bongo Ondimba. Vous arrivez un peu partout. Et d'ailleurs, les gens lui reprochaient d'avoir détruit la maternité Joséphine Omar Bongo Ondimba, qui est la maternité, à l'époque, j'ai dit même Joséphine, bon, bref, de sa grand-mère, pour reconstruire un autre hôpital, aujourd'hui moderne. Et les gens ont accusé Ali Bongo Ondimba de vouloir détruire les vestiges, les traces de son père. Alors que cet hôpital était victime d'une anthrax. Parce que cet hôpital avait été conçu avec des instruments rudimentaires. Donc il y a l'amiante là-bas, y compris au ministère des Affaires étrangères. Nous avons déménagé des Affaires étrangères parce qu'il y avait l'existence de l'amiante. Et j'étais secrétaire général du syndicat. Le ministre d'État Issozen Gondé et nous avons mené un véritable pugilat. Parce qu'il voulait désamianter notre ministère. Or, désamianter le ministère était excessivement coûteux. Il fallait reconstruire le ministère. Et nous avons opté pour la reconstruction du ministère. Lui, il avait opté pour désamianter le ministère pour pouvoir justement profiter de ces prébendes financières pour une fois de plus s'octroyer de l'argent, et cela au détriment de la santé des agents publics. Nous nous sommes opposés catégoriquement. Je dis bien catégoriquement. Et Dieu merci, avec le renouvellement de l'architecture gouvernementale, Imongo Régis est arrivé, et c'est grâce à Imongo Régis pour avoir également observé ce gaz nocif. Lorsqu'il allait en France, on l'a fait comprendre qu'il était malade, qu'il avait absorbé un gaz, et c'était l'amiante qu'il avait absorbé au ministère des Affaires étrangères. C'est ainsi que Imongo Régis, cet expert en économie monétariste, ce fils de l'école de Chicago, ce fils de l'école des hauts diplômés du savoir, et ce fils justement de Fonds monétaire international, la Banque mondiale, donc les institutions de Bretton Woods, voilà quelqu'un dont j'ai de la considération. Une extrême considération. Un fils adouman qui fait la fierté de l'ensemble de toute la communauté et même au-delà. Avec Blaise Lembe. Ce sont de hauts diplômés en économie monétaire. Et ce sont des gens qui sont très intelligents comme David Blackman. Mais avec la seule différence que leur intelligence est mesurée également par leur savoir, leur aptitude professionnelle et leur capacité de pouvoir avoir une certaine maîtrise de la dépense publique.
Voilà le rôle d'un véritable économiste. C'est d'arriver à avoir une maîtrise de la dépense publique. Maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. Le rôle de l'économie n'est pas de faire du gaspillage. Procéder à des détournements de fonds publics massifs. À des vols multiples par bande organisée. Alors qu'il faut construire le pays. Il faut mettre en place des mécanismes de développement structurel pour accroître, accélérer justement le développement. Infléchir la courbe des décalations de l'IDH, l'indicateur de développement humain. Accélérer le processus de la réduction justement de l'inflation. Accélérer le processus de croissance justement du pouvoir d'achat des ménages. Accélérer le processus d'amélioration significative des conditions de vie des Gabonais sur le plan qualitatif et quantitatif pour accroître l'espérance de vie et agir sur le niveau de vie des Gabonais. Il s'agit de cela. Ce sont les débats des intellectuels. Ce n'est pas les débats des fils des quartiers, ce n'est pas possible. Donc dans la souveraineté sanitaire que le chef d'État, Brice Oligui Nguema recherche dans le contenu de son programme, eh bien, c'est un véritable défi pour lui. D'arriver à transcender, d'arriver à dépasser ce qu'Ali Bongo Ondimba a fait. Parce qu'Ali Bongo Ondimba a laissé des traces. Et ces traces sont visibles sur le plan sanitaire. Les hôpitaux ont été construits, ce sont des hôpitaux de pointe. Il a mis même un hôpital d'instruction des armées. Ali Bongo Ondimba. Il a mis même une école d'instruction des armées. Vous arrivez là, il y a un centre d'instruction des armées à côté de l'hôpital militaire qui forme des gens en médecine. La haute médecine, non pas la médecine des pays tropicalisés avec des faibles qualifications où quelqu'un a le kwashiorkor, on vous dit non, on l'aurait jeté un sort. Quelqu'un a le myome ou bien le fibrome, au lieu d'aller faire une fibroscopie, au lieu d'aller faire un échographe, et on dit tout bon ego, on l'a lancé un fusil nocturne et qu'un membre de sa famille, on va chercher une vieille maman de 80 ans qui est en fin de vie et on va l'accuser d'être à l'origine d'avoir rendu cette personne malade. Et les peuples africains sont comme ça. Vous avez une jeune fille qui a bourlingué toute sa vie, qui a à 45 ans cherche mener un époux, elle a à peine atteint l'âge de la ménopause, et elle va vous dire que non, c'est sa mère qui est à l'origine de son malheur, parce qu'elle aurait rencontré un faux pasteur, un faux prédicateur véreux. Ces autres sexagénaires ménopausés, sans base électorale, et ils arrivent comme ça, à vivre de la stupidité, la cupidité, la médiocrité justement, de toutes les personnes qui deviennent leurs moutons de Panurge. La souveraineté sanitaire, l'état de santé mentale d'un peuple, l'état de santé psychique d'un peuple, l'état de santé psychiatrique d'un peuple, l'état de santé psychosomatique d'un peuple est un indicateur d'évaluation des politiques publiques en matière sanitaire. Et cet indicateur au Gabon est au plus bas niveau. Puisque vous voyez bien que celui-là qu'on a qualifié de malade mentaux, qui a dit on ne dit pas malade mentaux, mais on dit malade mental, la réalité, ce type n'a jamais été fou. Il a d'ailleurs dit qu'il avait été victime d'un accident cardiovasculaire, un dépressif. Mais son accident cardiovasculaire n'a pas détruit toutes ses cavités cérébrales, encore moins son système circulaire, ou bien son rythme cardiaque, ou bien son adrénaline. Le monsieur est parfaitement en intelligence. Et vous connaissez même le fou de Niangara qui a été décrit dans la Bible, où on disait qu'il avait une multitude de démons. Lorsque le chef d'État, lorsque Jésus avait chassé les démons, mais ce fou de Niagara, on dit bien qu'il est devenu, il s'est remis dans son sens. Vous savez ce qui rend plusieurs Gabonais actuellement névrosés, ce qui rend plusieurs Gabonais actuellement malades, eh bien c'est la malgouvernance. La malgouvernance. La malgouvernance. Retenez bien cela. Si vous voyez les populations aussi malades, vous voyez l'ensemble de ces fous déambulés partout sur notre espace territorial, eh bien c'est la démission de notre système étatique. Un système étatique qui est malade, nécessairement va enfanter des enfants malades. Un système étatique autoritaire va naturellement créer des individus avec plusieurs névroses psychotiques. Et vous allez vous retrouver comme ça avec plusieurs malades. À cause de la mauvaise répartition des richesses. La mauvaise répartition des richesses. À cause de la mauvaise distribution des richesses. Or, dans tous les autres pays développés, eh bien, la répartition des richesses obéit
à une norme fondamentale. C'est impossible pour vous en Allemagne d'arriver à une catégorie A comme la mienne, alors que vous n'avez pas les papiers. C'est impossible. Mon Gabon, vous pouvez tout devenir. À travers un décret présidentiel, le chef d'État peut vous prendre du rez-de-chaussée et vous vous retrouvez administrateur économique et financier. Ou bien administrateur d'État civil. Administrateur civil, j'ai dit même d'État civil. Comme ça, sans papier. Rien que le pouvoir discrétionnaire du chef d'État. Article 23-21. Et on vous parachute comme ça à pieds joints. Et ils sont nombreux comme ça. Au Gabon. Des gens sans certificat d'études professionnelles. Sans certificat d'études primaires élémentaires. Sans certificat d'études primaires indigènes. Sans CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Paf! Il devient gouverneur. Il devient préfet. Il devient ministre. Il devient tout. Et même dans la structure gouvernementale actuelle, il y a des gens qui n'ont même pas le niveau de BPC. Ils sont là-dedans. Je peux même citer leur nom, mais ce n'est pas utile. De toutes les façons, leur mandature est finie. On attend le prochain ministre. Et c'est pourquoi au Sénégal, ils ont mis des standards de compétitivité. Il y a des fonctions qui sont exclusivement réservées aux intellos. Parce que l'intellect, qui vient de l'intelligence, les facultés de l'esprit, n'a rien à voir avec les diplômes. Il y a des gens qui sont hautement diplômés, mais qui sont des piètres dirigeants. Parce que eux, ils ont appris pour avoir les diplômes et ils n'ont pas cherché à comprendre. Certains ont payé les diplômes. On paye les diplômes et par conséquent, ils arrivent à fuir les débats contradictoires publics. Avec un David Mbiakouma qui est soi-disant diplôme, mais qui a des capacités cognitives qui dépassent l'entendement humain. Et ils ne savent même pas qu'il y a ce qu'on appelle la validation des acquis. La validation des acquis. Il y a des gens qui ont une expérience pratique. Bérogovois était un autodidacte. Comment il avait fait pour devenir premier ministre chef de gouvernement en France? Non. Il y a des gens qui ne sont pas diplômés, mais qui ont une expérience pratique. Et ma mère, Nkama Dabani Marie-Joséphine, lorsqu'elle faisait allusion à Mbadou, que les gens avaient traité d'illettré, et pourtant Mbadou, c'était lui qui faisait le plus beau meuble de l'Afrique centrale. Le plus beau meuble. Mbadou, du côté de derrière la prison. Et ma mère, Nkama Dabani Marie-Joséphine, de dire qu'il y a un de nos compatriotes qui tenait un journal comme ça, et il tentait de lire, de faire croire aux gens qu'il était lecteur assidu comme David Mbiakouma. Il voulait faire croire aux gens qu'il était amoureux d'une boulimie scripturelle comme David Mbiakouma. Malheureusement, il ne s'est même pas rendu compte que l'union était retournée. Et ma mère, Nkama Dabani Marie-Joséphine, de lui dire, mais monsieur, oui, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Il dit, non maman, je suis en train de lire. Elle dit, mais comment tu peux te comporter comme mon frère Mbadou? Il dit, comment? Il dit, ma mère dit que, mais tu ne vois pas que l'union est renversée. Maintenant, à quel moment tu arrives à lire l'union là, puisque c'est renversé? Le côté où tu dois lire est de l'autre côté. Ah, il dit, oh maman, ah oui, je me suis trompé. Vous voyez des ignares comme ça? Parce qu'il voulait faire croire à tous ceux qui étaient là qu'il était intelligent, alors qu'il ne savait pas lire. Et c'est la cupidité là qui rend les gens malades. Et aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans cette facilité. Des activistes épicuriens, des activistes mercantilistes, des activistes opportunistes. Et ces activistes épicuriens, opportunistes, mercantilistes, aux côtés de tout, aux côtés du chef de l'État, il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de perspective. On ne peut aller nulle part. Parce que ces activistes-là font l'ombre au chef de l'État et ils empêchent qu'une véritable élite puisse émerger dans notre pays. Regardez un brillant professeur comme Ondosa qui arrive à donner des discours assez révélateurs de la nature de notre inhumanité. Il arrive à attirer l'attention du pouvoir public pour dire, mais moi j'ai gagné les élections. Comme dans le processus de restauration de la dignité du peuple souverain et de la restitution des institutions, vous arrivez à me marginaliser. Non. Est-ce que ce n'est pas logique ce qu'il dit? En quoi ce qu'on doit se dire est illogique?
il est censé être celui-là qui allait être le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Sa victoire a été volée. Sa victoire volée a été récupérée par les forces de défense et de sécurité. Et lorsque moi, j'interpelle la conscience du prince pour dire que ce qu'Ondos a dit doit également être pris en compte. Si on arrive à nommer d'autres qui n'ont pas fait la campagne, vice-premier ministre, vice-président de la République, ministre d'État, et qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec Ondosa pour que lui également puisse payer la contrepartie, comme lui dit, de ceux-là qui ont financé sa campagne électorale. Il a situé même le montant de ses dépenses. Et pourtant, cet argent-là, Brice Koto Ligigema le distribue tous les jours à des personnes. Des syndicalistes absurdes, des syndicalistes vindicatifs, revanchards, ont pris pendant le dialogue, pendant le référendum, plus de 350 millions avec les véhicules. 350 millions avec les véhicules. Et c'est Paga qui hier insultait Alain-Claude Bibinze en le traitant de Balthazar. Mais Paga le sait très bien que c'est lui le Balthazar financier. Un escroc d'une certaine acabit. Là, ils ont encore pris 200 millions auprès d'Oligui Nguema. Et ce sont eux qui parlent de l'éthique, qui parlent de la moralisation de la vie publique. En tant eux-mêmes, ce sont des voleurs. Bayibi. C'est pas la sorcellerie, ça. Et ils prennent l'argent du chef de l'État, ils se baladent avec, ils ne font même pas une bonne campagne, une bonne propagande, et ils pensent que la vie c'est ça. Non. La souveraineté sanitaire doit reposer sur des véritables financements dans la transformation de nos structures sanitaires sur le plan local, de la métropole vers les périphéries. Donc nos villes et villages doivent être dotés des établissements sanitaires. Mais regardez les gens qui ont eu le pouvoir pendant 56 ans. Allez-y, moi j'ai été à Bongoville lorsque Malika m'avait fait ce plaisir-là de l'accompagner pour faire le compte rendu parlementaire. Et je vous le dis, j'ai dormi un mois au palais. Mais la structure sanitaire de Bongoville, à Missa, n'a pas de médicaments. Il n'y a pas de véritables médecins. Et aujourd'hui, la médecine, elle est évolutive. Il y a de nouveaux procédés de médecine. Il faut former les gens. Il faut accroître leurs capacités. Parce que la médecine évolue systématiquement. Mais au Gabon, il n'y a rien. Nous sommes encore à une médecine rudimentaire. Une médecine analytique. Une médecine des bas pays sous-développés. Et vous voulez atteindre les fondamentaux demain avec succès. Ce n'est pas possible. Donc la souveraineté sanitaire consistera pour le chef de l'État de véritablement investir dans le capital humain. Investir dans le capital humain pour transformer, réformer, restructurer les mentalités des Gabonais. Arriver justement à une égalité de tous au niveau des soins de santé primaire. Mon fils, il n'y a pas longtemps, a eu la morsure des chiens qui nous gardent. Et ces chiens, Dieu merci, sont vaccinés. Ce sont des chiens d'un colonel, donc c'est des chiens qui sont bien gardés, qui ont leur carnet de santé, qui sont bien suivis. J'ai pris mon fils, je l'ai amené à l'hôpital général. On m'a demandé la paperasse, la clame, j'ai dit je n'ai pas besoin de ça. Vous me soignez l'enfant, je paye et puis je m'en vais. Pour soigner l'enfant, on m'a demandé d'aller payer. Lorsque je me suis retrouvé à la caisse pour aller payer, j'ai fait 7 heures de temps pour payer seulement la consultation. 7 heures. Les machines sont en panne. Bonjour, Kad. Il n'y a pas l'électricité. C'était vraiment tout un problème. Et pendant ce temps, mon enfant est en train de souffrir en urgence. J'ai supplié le médecin, la pédiatre, de me faire une ordonnance pour que je paye rapidement les médicaments. Elle m'a fait l'ordonnance, je suis allé, j'ai dépensé 34 000 francs CFA. Pour qu'on lui fasse des injections contre la rage, des antitétaniques, etc., plus également des antibiotiques. 34 000 francs. Et quand j'arrive pour payer à la caisse,
on me donne 10 000 francs la consultation. Donc rien que pour mon fils, j'étais à 45 000 francs de dépenses. Imaginez quelqu'un qui est au chômage, une jeune fille mère, qui se serait retrouvée dans la même situation que moi. Son enfant serait mort ou son enfant serait atteint de la rage. On veut également une démocratisation sanitaire qui doit reposer également sur la situation de santé de toutes les personnes en difficulté sociale. Et là, vous avez vu comment leur système sanitaire est défectueux. La preuve est là. Donc, nous, les malades mentaux, l'État n'arrive pas à nous soigner nos névroses psychotiques. Alors qu'il y a certainement des médecins en psychiatrie qui ont des doctorats et autres. Mais, et pourtant, on observe bien que les fous déambulent partout. Voilà un État qui n'est plus capable de soigner sa population. Un État qui n'est pas capable de nourrir sa population. Un État qui n'est pas capable de protéger sa population. Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics. Et pour ceux-là qui sont les décideurs, qui poursuivent la conquête du pouvoir au sommet de l'État, pour être les chefs d'État, mais les populations doivent leur imposer des arguments pertinents pour pouvoir obtenir leur suffrage universel. Parce qu'il s'agit de venir, bonjour maman, il s'agit de leur donner votre suffrage électoral, votre bulletin de vote. Mais regardez hier, comment ces gens-là étaient en train de danser le Ngunda. Comment ces personnes étaient en train de vous faire le malin, en vous disant que vous devez faire comme ils ont résolu de faire. Et que la main du peuple sera toujours en deçà de la main des dirigeants, alors que c'est l'inverse. Et la preuve est là. C'est eux qui courent maintenant derrière le peuple. Un peuple affamé, un peuple déscolarisé, un peuple mendiant, comme l'autre me dit que David Berkouma était mendiant. Un peuple qui est victime de tous les désagréments. C'est vers ce peuple-là qu'on veut avoir son suffrage universel, son bulletin de vote. Mais la réalité, finalement, qui est le puissant? Vous avez dit que vous êtes puissant, mais vous revenez encore vers le peuple de la belle cochon pour demander nos suffrages universels. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe? Voilà. Donc la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Et ce pouvoir-là, vous allez le vivre. Parce que le peuple souverain sera libre de choisir les dirigeants qu'il veut. S'ils ont choisi Brice Koto Ligigema, c'est tant mieux. S'ils ont choisi Alain Biemide, c'est tant mieux. Si le peuple a choisi le docteur Loko, c'est tant mieux. Mais malheureusement, dans un système démocratique lacunaire comme le nôtre, où il y a un autre pilier également du projet de société chef d'État où il parle du numérique, il n'y a aucune numérisation de données, il y a déjà des déficits en électricité, des déficits en voie de communication, etc. Eh bien, l'élection est systématiquement biaisée dès le départ. Donc, on ne le veuille pas, le gagnant, nous le connaissons. Nous connaissons le gagnant de cette élection. Nous connaissons le gagnant de cette élection. Donc, laissez les gens faire leur numéro, laissez les gens faire leur politique spectacle, enjoliver de son et de lumière, tout le monde le sait. Hein? Même malgré les prédictions de ce faux pasteur mécréant, le général Makosso, même le plus idiot, les enfants même sous oxygénation, tout le monde le sait que Brice Koto Oligingema avait préparé son boulevard pour être le président de la République, chef de l'État pour 7 années à venir. Il faut se résoudre à cela et se préparer pendant l'exercice du pouvoir de Brice Koto Oligingema. Comment est-ce que nous devons nous battre pour améliorer les indicateurs de Maïmé? Comment nous devons nous battre pour lutter contre le chômage, pour accélérer le processus de la croissance économique, pour lutter contre le détournement des fonds publics par bande organisée, pour lutter contre les emprisonnements, les arrestations arbitraires et autres. Il s'agit de cela. Et c'est pourquoi nous avons créé avec les compatriotes Alain Gauthier, Aziz Kobreti, Hoffman, Patrick Oyabi et les autres, mon frère Wilfried Okumba Kamitatou, et l'autre activiste au Sénégal, en France, un peu partout. D'ici là, nous allons mettre à votre disposition la Ligue nationale des non-alignés pour que vous puissiez être en contact avec toutes ces personnes. Nous voulons fédérer le plus grand nombre de personnes qui sont victimes de frustration, les personnes qui sont marginalisées, les personnes qui sont en difficulté,
d'insertion sociale et professionnelle. Les personnes qui sont victimes de l'impunité, d'une justice rétrograde, comme cette femme-là qui a dit que sa fille a été violée et qu'elle n'a pas de justice. Nous sommes des réparateurs de tort. Si vous êtes victime de l'autocratisme de nos dirigeants, contactez la Ligue nationale des non-alignés et nous allons nous battre ensemble pour que vous puissiez rentrer en possession de votre droit et que votre dignité, votre honneur soit restaurée. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale avec un des représentants de la Ligue nationale des non-alignés, David Biakouma, directeur de campagne, coordinateur général adjoint de la campagne du chef de l'État dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Merci de votre bien aimable écoute. Restez câblés sur ma page Facebook dénommée David Biakouma. Là, je me rends sur une chaîne de télévision, sur un plateau, pour aller une fois de plus expliciter le programme de société du chef de l'État Brice Côté Oligui Nguema, à ma qualité légale, ma porte-parole. Donc, tout à l'heure, là, vous suivrez la chaîne de télévision Ezamboya TV, d'un grand frère à nous, qui a marqué des temps forts de notre système de communication. On l'a vu à TV+, on l'a vu partout dans l'espace mondial. Donc, c'est quelqu'un qui sait comment faire pour pouvoir donner un certain crédit à tout ce qui est en train d'être fait à l'heure actuelle. Je voudrais donc attirer l'attention du chef de l'État Brice Côté Oligui Nguema pour lui dire qu'une victoire de la Pyrrhus ne serait pas une victoire acclamée par le peuple gabonais. Il faut qu'il arrive à rectifier le tir, mettre en place de véritables mécanismes d'une démocratie préventive de conflit pour que sa victoire soit éclatante et claire, mais dans un climat de transparence totale pour éviter les quiproquos, pour éviter les lendemains des chantants, parce que nous ne voulons pas des victimes de trop pendant les périodes post-électoralistes. Malheureusement, à travers des discours haineux de plusieurs compatriotes, des discours à caractère tribal, ethno-régionaliste et linguistique, j'ai bien peur que nous allons progressivement vers une escalade de la violence. Et je veux répéter ce que mon frère Ismaël Premier a dit aux autres, que les PK ne peuvent pas être assimilés à des casseurs. La baie de cochon ne peut pas être assimilée à des brigands. Cocotier ne peut pas être assimilé à des drogués. Nous sommes les leaders des quartiers malfamés. Nous voulons garder notre éthique, notre morale et notre dignité parce qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Hors de question pour nous d'aller nous battre avec d'autres frères qui ont des ambitions autres que les nôtres, qui défendent d'autres candidats que notre candidat. Il s'agit pour nous de maintenir le cap d'une démocratie préventive de conflits, d'une démocratie apaisée telle qu'il avait été initié par le père Paul Mbabe Solo à travers son conseil de la démocratie conviviale, à travers également la paix des braves, de mettre lui à Godjo Okawe parce que le Gabon doit préserver son âme de paix dans la sous-région. Nous devons préserver les équilibres et c'est un impératif catégorique. Mon père Omar Bongo Oniba disait qu'il vaut mieux manger un crouton de pain sec servi avec amour dans un climat de paix, de partage et de moment que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'insécurité. On m'appelle le prince Adouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau serveur divinement électrifié. Je suis David Biakouma. Retrouvez-moi sur ma page, bonjour, sur ma page Facebook dénommée David Biakouma, le Minotaure, la baie de cochon. Nous allons poursuivre cette discussion en enrichissant le programme de société du chef de l'État. Jody Stelmba, tout à l'heure également après l'émission, je viendrai vers toi pour faire l'émission sur intervention chirurgicale où vous allez également devoir intervenir par rapport au processus électoral qui est enclenché actuellement. Merci de votre bien aimable attention. Ciao, ciao. Hasta la victoria siempre. Es la hora de cambiar nuestro país de la pobreza por la riqueza. Hasta nido más fuerte, amigo. Vamos.